le best-seller de la rentrée littéraire d'Olivier Larizza. Et Olivier va nous parler de son livre. On a vu la première de couverture. Hein, Olivier, tu voudras bien nous parler de ton livre, nous dire pourquoi tu l'as écrit. Quel est le montant du chèque? Quel est le montant du chèque Alors, dans ton livre, on t'a donné 2000 € parce que tu as fait un procès. Je ne fais plus rien gratuitement. Hein. Dans ton livre, tu t'es fait avoir déjà quand même. Hein, là, j'applaudis parce que les journalistes qui lisent les livres, c'est rare de nos jours. Ah ben oui, applaudissez-moi. Et puis je suis animatrice, pas journaliste. Tu as quand même reçu Elie Plenel. C'est pas réel, mais j'étais pas à l'aise comme ça. J'étais complètement constipée, sidérée. C'était un moment éprouvant. Très bien, mais éprouvant quand même. Time is money. Time is money, n'est-ce pas? Donc, alors... Citation 2. Citation 2, Johan. Oh, vraiment. Bon, moi, je suis pas anglophone. Mais si, mais on sait, mais attends, mais c'est qu'il veut nous... On sait, il veut... Oui, attends, non, mais... Il me semble que c'est Benjamin Franklin. Voilà, c'est Benjamin Franklin. Alors, parle-nous de toi, tu peux boire en même temps. Ouais. Monsieur le professeur. Attention, hein. Monsieur le professeur. Non, pas cet après-midi. Pas cet après-midi, bon, mais dis-nous qui tu es déjà. Auteur. Tout le monde sait auteur aussi. Auteur aussi. Mais dis-nous qui tu es, Olivier. Ah, ça, c'est une grande question. J'essaie de répondre depuis très longtemps. Mais bon, j'ai publié un certain nombre d'ouvrages, une vingtaine, et tu m'invites et j'en suis ravi en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain. Voilà, des ouvrages qui touchent à la fiction, la prose, le récit, l'essai également, le conte. Oui, puisqu'on a parlé de ton livre qui est sorti à combien? 50 000 exemplaires. Les Contes des Antilles, des Antilles, qui sont là d'ailleurs. Et alors, est-ce que c'est pour tout public? Oui. Parce que j'ai mis ça sur Facebook et j'ai eu beaucoup de demandes. Quand le conte est bon, il est transgénérationnel. Même pour les petits. C'est à partir de 10 ans, 8, 9 ans, 10 ans. Ah non, elle a des plus petits. Bon, on va aller voir chez Jala alors. Alors justement, l'idée, merci. Non, l'idée c'est de le lire aussi. L'idée c'est ce que les parents s'en emparent et le lisent aux enfants et restaurent un peu cette communauté qui a disparu. L'individualisme progresse aussi en raison des nouvelles technologies. On peut peut-être se réapproprier un lien social et familial à travers le conte. C'est pas un griot qui me contredira. Mais j'aurais dû l'inviter la semaine dernière alors sur le conte. Festival de conte par le monde. Donc j'étais directeur du conte pendant l'année de la francophonie en France. D'accord. D'accord. Alors vous allez nous lire tout à l'heure en conte. Non, je lis pas, j'écris. Il y a eu la journée mondiale du conte il y a pile une semaine. Oui. C'était à Font-Saint-Jacques. Mais c'était sur Zouk Télévision aussi, en direct, sur le plateau. Donc si je dois terminer cette présentation, Olivier, continue cette présentation. Une vingtaine d'ouvrages parus, traduits au total dans presque une dizaine de pays. Wow. Voilà, et donc effectivement l'un des best-sellers, le best-seller sont les 24 Contes des Antilles. Et puis récemment, donc le best-seller de la rentrée littéraire, qui n'a pour l'instant de best-seller que le titre, mais nous espérons, et ça monte en puissance. Ça monte en puissance. Et actuellement d'ailleurs nous travaillons sur une adaptation théâtrale qui est terminée. Parce que tu fais aussi de... Voilà, donc j'ai travaillé avec... Tu es comédien aussi? Non, je suis pas comédien, mais j'ai travaillé sur un texte qui est destiné à être joué. Lequel? Tiré du livre, et je vous ai d'ailleurs... Lequel? Non, on a écrit une pièce, un one-man show à partir des nouvelles. À partir du livre, et vous en avez un extrait qu'on peut diffuser d'ailleurs. On va voir tout de suite cet extrait. On va aller voir ça tout de suite. Hey. I'm right in the front, you dig? Hey, when I give these keys, homeboy, don't move my car, man. Oh baby, what's your name? Je m'appelle Octave Carezza. Je suis écrivain à plein temps. Enfin, pas tout à fait. J'ai développé une seconde activité en parallèle, l'angoisse de la page blanche. Je m'y consacre même pas mal, ce qui finalement fait de moi un écrivain à mi-temps. Avant d'être écrivain à mi-temps, j'exerçais un vrai métier, professeur de littérature comparée. J'enseignais à de jeunes et jolies étudiantes qui me procuraient d'immenses plaisirs pédagogiques. De toute façon, les écrivains, il n'y a que le cul et le pognon qui les intéressent. Mais moi j'en ai marre, ces auteurs-là qui savent pas écrire. Ça me fait penser à Sulitzer, tiens. Vous savez ce qui m'a sorti une fois, là, quand j'éditais chez Stock? J'écris très bien, parfois même mieux que mes nègres. Non, mais vous allez me dire, la solution ce serait de prendre des auteurs qui savent écrire. Eh ben non. C'est la ruine assurée.
Ceux qui savent écrire ne savent pas vendre. Vous prenez un petit whisky? Un écrivain, ça peut vivre d'amour et de bière fraîche. Mais justement, c'est là que ça coince. La bière, ça coûte 3 fois rien. Mais l'amour... Je n'osais plus aborder les femmes de peur qu'elles me ruinent. Vous savez pourquoi il y a de plus en plus de gens qui sont seuls? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui écrivent. Un Français sur 6 a un manuscrit dans son tiroir. Moi, ce que je lui ai proposé, c'est de s'inscrire dans une agence de rencontres pour écrivains fauchés. Le nom d'agence? Une lectrice nommée Désir. J'ai hésité à m'inscrire. Parce que la dernière fois que j'avais pris rendez-vous avec une lectrice, elle était à la fois bipolaire, parano, mytho, schizo, mais pas du tout d'info. Écrire, franchement, c'est le pire des métiers qui soit. Hein. On est là, gratté tout seul dans son coin, là, pour des clopinettes, pendant qu'il y en a qui s'amusent là sur des plateaux de cinéma ou s'en mettent plein les poches à la bourse. Bon, si j'avais pu, j'aurais fait acteur à Hollywood. Pourquoi je me suis mis à écrire? Mais pour baiser, parbleu! Est-il possible de gagner une fortune sans faire un ouvrage avec New York ou Central Park dans le titre? Et si l'argent ne fait pas le bonheur, pourquoi les éditeurs le gardent pour eux? Grilla, c'est le comédien que j'aime beaucoup, qui incarne cette galerie de personnages qui apparaissent tous dans le livre, oui. Qui sont tous tirés du livre. Donc c'est génial parce qu'en fin de compte, tu as fait une compilation du livre là. On a effectivement adapté le livre à la scène, et il n'y aura qu'un seul personnage sur scène, en l'occurrence Dominique Grilla, et qui se déguise et qui sait prendre une multitude d'accents et de postures pour incarner tous ces êtres étranges du monde littéraire que j'ai, pour certains, fréquentés de très près, puisque Aristide Briand, par exemple, c'est un éditeur, c'est l'un de mes éditeurs, c'était l'un de mes éditeurs. Évidemment, j'ai pas pu mettre le vrai nom. Par contre, il y a des noms réels. Il y a Houellebecq qui apparaît. Il y a à un moment donné, Octave Carezza se rend chez le dentiste. Et puis le dentiste doit lui extraire une couronne, alors il l'anesthésie en lui lisant du Modiano. Mais tu vas nous lire ça. Je te laisse, vas-y. Lis-nous ce passage. Ah non, moi je suis comme Hassan. Je suis extrait d'une longue famille de griots et je ne lis pas en télévision. Donne à Johan sait lire. Johan, vas-y. Non, c'est très compliqué. Mais non, par contre, pas compliqué. On a un deuxième extrait où on lit Pourquoi? Mais moi, chez moi, on lit en direct. C'est moi qui commande. J'ai vu que vous aviez fait ça. Lis-toi. Je lis. Voilà. C'est elle qui commande. C'est moi qui commande. Je ne lis pas, moi, je commande. J'ai lu, puis je... Voilà. Mais attends, mais moi, je te dis en plus ce que tu lis. Alors, Le petit marchand de prose. Quelle page? Pardon. Il n'y a pas de numéro sur cette page. 45. 45. Un certain nombre de gens croient que dans la vie, c'est l'argent le plus important. Un écrivain n'a aucun doute là-dessus. Depuis que j'avais démissionné de l'université pour me consacrer à ma carrière littéraire, je traversais une période de vache maigre. Mais j'avais pris le taureau par les cornes en invitant une quinzaine de spécialistes et anciens collègues à réfléchir à ces questions qui nous hantent tous, nous les romanciers. Comment faire son beurre avec un stylo? Est-il possible de gagner une fortune sans vouer un culte au veau d'or? Et si l'argent ne fait pas le bonheur, pourquoi les éditeurs n'en donnent-ils pas plus? Il résulta de ce symposium international un ouvrage collectif fort instructif et plein d'acuité sur les conditions matérielles dont jouissent les écrivains. L'amour est dans le prêt. P-R-E, accent circonflexe, T. Voilà, un petit extrait, mais on pourra en lire un autre tout à l'heure. Alors, moi, ce livre, il m'a plu, je riais, même chez mon coiffeur, je riais, parce que c'est vrai que... Est-ce que c'est des situations réelles? Figure-toi que Est-ce que c'est réel? J'ai reçu par l'intermédiaire de la maison d'édition un mail d'une lectrice fâchée, parce qu'elle me dit, à cause de votre livre, j'ai cassé ma tablette tactile, parce que j'ai rié tellement que je l'ai laissé tomber. Mais c'est vrai. Et elle s'est cassée en touchant le carrelage. Mais c'est vrai. Un hommage est super intéressant. Oui. Bon, après, il y a l'humour, hein, vous savez. Je crois, mais on peut en parler sur le plan. Le fait qu'elle ait laissé tomber sa tablette ne devrait pas te déplaire outre mesure, puisque tu as écrit par ailleurs un essai sur justement le livre numérique. Tu peux nous dire peut-être quelques mots. C'est un autre sujet, thématique que j'aborde d'ailleurs dans le best-seller, le livre numérique, effectivement. Mais je voulais aussi peut-être
lancer un débat qui intéressera nos téléspectateurs sur l'humour, parce que j'ai eu le sentiment, c'est la première fois véritablement que j'écrivais un texte comique, même si dans les contes, évidemment, il y a beaucoup d'ironie, mais j'ai tout sacrifié à l'effet comique. Donc, je ne me suis autorisé aucun lyrisme ni rien, et j'ai le sentiment déjà que l'écriture comique est une écriture très technique. Et le deuxième sentiment que j'ai, c'est que je voulais quelque chose d'universel, et j'ai trouvé que c'était très compliqué, et je me demande s'il existe un humour universel, et je ne crois pas finalement. Je ne crois pas qu'il existe un humour universel, et Molière savait, Shakespeare aussi d'ailleurs, s'adresser à différentes catégories de public, différentes classes sociales, et son humour prenait des formes différentes en fonction du public. En fait, en fonction du public auquel il s'adressait. C'est très compliqué de faire ça. C'est très compliqué de faire ça dans un livre, a fortiori, d'essayer de balayer comme ça tout le spectre de l'humour qui va de quoi des situations absurdes, burlesques, en passant par le jeu de mots, le calembour, en passant par le trait d'esprit, donc un humour peut-être plus subtil, plus raffiné, l'allusion aussi, qui sera peut-être pas forcément perçue par les personnes qui ne sont pas dans le milieu littéraire, mais il y a beaucoup de jeux de mots aussi. Il y a beaucoup de... Moi, juste une question. Quel lien y a-t-il au-delà de l'homophonie entre Olivier Larizza et Octave Karidza? Aucun. Aucun ou c'est le aucun rapport. On ne te croira pas. On ne te croira pas. On te croira pas. C'est un faux jumeau. C'est un faux jumeau. Oui. Il y a un certain nombre de situations que j'ai vécues qui, si elles ne m'étaient pas apparues douloureuses à certains égards, étaient à mourir de rire. Et je me suis dit pour la première fois, à partir de mes frustrations, de mes névroses, on peut peut-être, et de mes expériences aussi, de mon expérience, de mon parcours, on peut peut-être produire quelque chose qui amuse la galerie. Mathurin, qui est un auteur irlandais du début du 19e siècle, a écrit le désespoir rit. Et à travers l'humour, ou sous la couche de l'humour, souvent c'est aussi une manière de véhiculer certains messages ou de dire un certain nombre de choses tout à fait sérieuses en fait. Mais ça n'explique pas en tout cas l'homophonie, parce que tout ce que tu viens de dire pouvait très bien tenir en donnant un autre nom au personnage, en tout cas en prenant plus de distance avec. Oui. Non ? Oui. Mais c'est un jumeau. Oui, mais c'est ce pourquoi je l'interroge, ce sur quoi je l'interroge, c'est pourquoi ce jumeau, voilà. Pourquoi pas une distance? Oui, en même temps, la première histoire, le livre se présente sous forme de 10 histoires qui sont toutes reliées entre elles par le même personnage, mais qui peuvent se lire de manière indépendante. Et elles s'articulent bien entendu autour de la thématique, autour du monde littéraire. La première histoire étant la plus peut-être fantasmée, peut-être la moins proche de la réalité. Donc ça n'existe pas le club dans la première histoire. Une lectrice nommée Désir, non. Par contre, si vous avez une adresse, je suis preneur. Hein. Mais Joanne qui a les adresses des lectrices nommées Désir. Non, enfin En tout cas, il y a un plaisir réel à lire le livre. Il est vrai que la lectrice dont parle Dominique Grilla, dans l'extrait qu'on a vu, bipolaire, parano, schizo, etc. C'est vrai. J'ai eu une fois affaire à une lectrice comme ça, et c'est à elle que j'ai pensé lorsque j'ai écrit ce passage-là. Alors je voulais dire qu'au-delà de ça, il y a un plaisir réel à lire le livre, c'est-à-dire que bien évidemment on essaie de deviner qui sont les personnages auxquels il fait référence. C'est vrai, comme tu le disais, on rit de moments vraiment de bon cœur, on éclate de rire. Et il y a ce bonheur en tout cas de deviner un peu et de deviner le personnage qu'il y a derrière. En tout cas, cette Octave Karidza aussi, c'est quelque chose que je trouve plutôt en même temps intéressant. ta question est tout à fait pertinente, mais si on prend un masque qui est celui de la fiction, même si on est proche par moment de l'autofiction, c'est qu'on ne souhaite pas tout dire, on ne souhaite pas tout révéler, sinon on écrirait une autobiographie. Donc je me ménage aussi cette marge de mystère qui somme toute est assez réduite. Et puis je ne sais pas répondre non plus à toutes les questions. Oui, voilà, qu'on peut poser. Et il ne répond pas à toutes les questions. Voilà. Il y a eu un article sur Madine Art, site mondialement connu, dont on reparlera aujourd'hui, qui commence par ceci, donc un article sur le best-seller qui commence par cette phrase: Olivier Larizza a peur de vieillir. Voilà. Ah bon, tu as eu cette sensation dans... Mais c'est à lire le livre, bien sûr, que j'ai eu cette impression. Je pense que c'est lié à un passage
Mais tu vieillis pas, je te connais depuis 5 ans, tu vieillis pas. Donc, mais écrire est aussi un moyen de lutter contre le vieillissement. Bon, mais il faut que tu ailles au festival Jeune Image, rire avec des jeunes, et puis il faut fréquenter des jeunes pour pas vieillir, Olivier. Ouais, bien sûr. Ça aide à rester j'en jeune. fréquente beaucoup trop des jeunes. Mais tu en fréquentes quand tu commences justement tes élèves, puisque tu ne veux pas nous dire qui tu es, mais tu es quand même enseignant. Il semblerait. Il semblerait, donc tu côtoies À l'université, la jeunesse. ce sont des grands quand même. Des grands, 18 ans. Oui, 18, 20, 22, 23, 25. Certains reprennent leurs études. J'ai une étudiante qui a la cinquantaine, par exemple. Donc Ouais, c'est courageux d'en prendre c'est courageux, ces études mais... à cet âge-là. Alors, qu'est-ce que tu fais à l'université? Je ne participe pas au Céréjmia. À ceux qui ne connaissent pas, aux téléspectateurs qui ne connaissent pas, c'est un groupe de recherche qui est en train d'acquérir une renommée mondiale inarrêtable. Et voilà, donc ce que j'enseigne à l'université, j'enseigne la littérature anglaise, britannique, l'anglais par la force des choses, puisque aussi les universités en France se professionnalisent. Et puis je fais de la recherche dans ces domaines-là, la littérature britannique, anglaise, irlandaise, et aussi sur le livre numérique justement, puisque je suis très tracassé, intéressé par l'impact du numérique sur la lecture littéraire notamment, et notamment sur la façon dont les jeunes générations apprennent ou n'apprennent pas grâce à ce nouveau support. Et c'est pour les jeunes qui apprennent, c'est un bon moyen d'apprendre ou bien de désapprendre? C'est risqué, voilà. Bon, je ne peux pas faire une réponse très courte, ouais. mais effectivement, je publie cette année le résultat de mes recherches récentes, et j'invite quand même à la plus grande prudence. Et quand je vois qu'il y a une volonté, aussi parce que le gouvernement est sous la pression de certains lobbies, de numériser l'école, je dis que c'est une folie pure. Numériser l'école, c'est une folie pure pour des jeunes qui sont en situation d'apprentissage, qui ne maîtrisent pas encore la lecture littéraire. Réduire l'apprentissage au seul écran, ça entraînera des conséquences catastrophiques. Si, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas, attention, je ne suis pas contre le numérique. Je suis contre le remplacement du papier par le numérique. C'est un appauvrissement et c'est un risque. Parce qu'il y a aussi... Oui. Allez-y. Non, vas-y. Il y a certains pays en Afrique, par faute d'instituteurs, par manque d'instituteurs, ont fait ce qu'ils appelaient l'enseignement par la télévision. Et ça a été une génération sacrifiée. Ah oui. C'est-à-dire ils ont mal appris. Et on a vu qu'à partir d'un certain niveau, les bases n'étaient pas bonnes, donc ils ne pouvaient pas accéder à certains types d'études. Oui, parce que je crois que l'erreur, elle tient au fait qu'on s'imagine... Tu es aussi enseignant. Non. Donc, je crois que l'erreur, elle tient simplement au fait qu'on s'imagine qu'on transmet des connaissances. Il est à la retraite, mais il a connu le monde. J'ai connu. Je voulais simplement dire que l'erreur consiste à croire que ce qu'on transmet, c'est simplement des connaissances. C'est pas du tout ça ce qui se passe dans l'enseignement. Ce qu'on transmet, c'est notre propre rapport au savoir. C'est notre propre rapport à une littérature, notre propre rapport au théâtre, par exemple. Qu'est-ce que ça questionne chez nous et qui va être transmis à autrui? Et c'est ce questionnement chez autrui qui va faire que l'autre va s'intéresser à la discipline. Si on s'imagine que c'est simplement un problème de technique, ou un problème de moque, ou un problème en tout cas on est complètement à côté de la chose. On sait très bien par exemple que quelquefois il suffit, nous-mêmes élèves, nous l'avons été, le prof entrait dans la classe, d'emblée on savait si ça allait marcher ou pas marcher. C'est-à-dire qu'il y avait des disciplines, on a eu des disciplines dans lesquelles on n'était pas très bon, et puis il y avait quelque chose qui accrochait avant même que la personne ait prononcé un mot, avant même qu'elle ait pu faire un cours, il y a quelque chose qui accroche. Donc ça veut dire que la transmission, en tout cas d'un savoir, elle passe par autre chose que simplement des techniques, que simplement des savoir-faire. Il y a un savoir-être, ce que l'on est, et qui va en tout cas être transmis, qui va passer. C'est très juste, il n'en reste pas moins que le support conditionne la réception du contenu. Et ça, c'est démontré par les sciences cognitives.
Oui, sur lesquels on pourrait dire beaucoup de choses. Oui. Certainement, mais de telle sorte que lorsqu'on est confronté à un écran, la faculté de mémorisation, par exemple, s'agissant d'un texte littéraire, est moins bonne et moindre. Elle est affaiblie, elle est perturbée. Hier, il y avait une conférence et il disait que les écrans étaient très dangereux. Et il y avait une addiction aux écrans aussi, par le fait de la réflexion. Et puis j'invite aussi nos téléspectateurs à... Non, quand ça réfléchit. Le miroir. La lumière. La luminosité. La beauté. La luminosité. Moi, il y a quelque chose qui quand même me questionne par rapport à ça, m'interroge, c'est je me dis, bon, il me semble pas qu'au niveau de l'éducation nationale, il n'y ait pas d'experts. Et je pense que tout ce qu'on est en train de dire là, ce sont des choses qui se savent. Donc moi, ce qui m'interpelle, c'est quel est le projet en fait général. Parce que quelle société finalement on prépare et quels sont les intérêts finalement, parce que quand on fait ce genre de choix, c'est-à-dire que moi je trouve qu'on est en train finalement de dévitaliser en fait l'éducation nationale en amoindrissant finalement les compétences et l'autorité et la transmission qui était faite par les enseignants. On commence déjà à avoir des résultats, des retombées, on peut mesurer finalement ce qu'apportent tous ces choix, et pourtant on continue à avancer dans cette dynamique-là, et moi je me demande pour quelles raisons. Alors, j'ai ma petite idée là-dessus, mais c'est vrai, à la limite je dirais que c'est plus une question que je vous pose. Je me dis, pour quelles raisons finalement ces choix sont faits? L'éducation nationale, on parle de la France, mais on peut parler... Est-ce que finalement, il n'y a pas un projet finalement à faire des individus, des citoyens, des consommateurs finalement, qui ne réfléchissent pas et je trouve que par rapport à ces mutations-là, on est finalement très passif. On est dans un court-termisme qui est absolument terrible, qui se généralise à l'ensemble de la société, à l'ensemble en tout cas des dépenses, et qui ne sont pas conçues, par exemple en matière d'éducation, comme étant des investissements, mais uniquement comme des dépenses. C'est-à-dire qu'on essaye de fabriquer des gens adaptés et non pas forcément adaptables. Et l'imbécilité de la situation consiste à oublier que dans peut-être 30 ans, 20 ans, la moitié des métiers qui vont exister n'existent pas encore aujourd'hui. Donc il va falloir que les gens s'adaptent. Mais comme on est dans une logique de réduction des dépenses, comme on considère que l'éducation ça coûte mais que c'est pas quelque chose qui peut rapporter, on est dans une situation absurde, c'est-à-dire que cette logique qu'il faut bien qualifier en tout cas de libérale, c'est-à-dire de rentabilisation des dépenses, c'est une logique qui pèse en tout cas sur l'éducation. Il y a bien des études prospectives qui sont faites, qui permettent finalement d'avoir une image de ce que sera la société française dans une trentaine d'années. Et je me dis, forcément, il y a une volonté de rendre les personnes plus idiotes. Oui, ça se traduit par exemple par des menaces qui existent sur des options, comme les options théâtre, par exemple, qui existent dans les lycées, qui ne sont pas considérées comme des activités qui soient des activités rentables. Ça apparaît comme une sorte de luxe. Tu voulais dire ça ? Simplement, l'éducation nationale, c'est un domaine régalien qui pourrait s'extraire des lois du marché. Et s'il est en échec, ce domaine-là, il en incombe totalement aux politiques qui ont les pleins pouvoirs. Je ne dirais pas la même chose de la situation économique, par exemple. Or, qu'est-ce qui se passe s'agissant du numérique? Il existe un Conseil national du numérique. C'est un conseil, si vous voulez, fantôme. Certes, il y a des experts, mais il y a surtout des chefs d'entreprise, des PDG d'entreprises numériques qui pèsent de tout leur poids pour infléchir des grandes décisions qui consistent aujourd'hui, qui vont plutôt dans le sens d'une numérisation massive de l'éducation nationale. Il y a une consultation qui vient de se terminer, et j'espère que ce n'était pas qu'une consultation de courtoisie, mais je le crains, et qui consistait à demander aux enseignants, est-ce que vous serez d'accord pour que l'année prochaine nous passions au tout numérique ? Ce que je veux dire simplement, c'est que, et je vais inviter nos téléspectateurs à s'intéresser aux logiques sous-jacentes qu'il y a derrière le numérique et de ces grandes firmes du numérique qui mettent à nos dispositions ces nouvelles technologies. Les logiques donc de Google, d'Amazon, de Yahoo, etc., le GAFA, les quatre grands. Eh bien, c'est effrayant. C'est effrayant parce que ce que ces grandes firmes souhaitent, c'est capter
l'attention numérique parce qu'elles le revendent, elles le monnaient contre de la publicité. Donc ces grandes firmes n'ont aucun intérêt, et c'est leur business model, elles n'ont aucun intérêt à favoriser la concentration, l'attention au long cours que requiert un texte littéraire d'une certaine densité, d'une certaine ampleur, mais plutôt à nous transformer en des papillons ou en des abeilles qui butinons à tout bout de champ. Je rappelle que le PDG d'Amazon a dit « Je rêve d'une société sans papier ». Et vous savez pourquoi? Parce qu'en 2009, par exemple, il y a eu un épisode très révélateur. Amazon a commercialisé des fichiers numériques, des livres numériques, ce ne sont pas vraiment des livres, enfin de 2 romans de George Orwell, 1984 et La ferme des animaux. Et lorsque elle l'a commercialisé sans en avoir les droits, lorsque les ayants droit, c'est-à-dire ceux qui possèdent le droit moral, qui héritent du droit moral de l'auteur, lorsqu'Amazon s'est aperçue qu'elle encourait des procédures judiciaires de la part des ayants droit, elle a détruit à distance ces centaines de fichiers numériques, de livres numériques qui avaient été achetés par des consommateurs lambda et qui étaient dans les ordinateurs, dans les tablettes, dans les liseuses de ces consommateurs qui avaient payé pour ces fichiers. Amazon a envoyé un cheval de Troie et a désintégré tous ces fichiers. Dans l'univers du papier, une telle chose n'est pas possible, puisqu'une fois que le livre a été acheté, il reste dans votre main. Mais si tout est numérique, vous voyez que le flou juridique s'installe et d'autres flous s'installent aussi. Je ne suis pas contre, encore une fois, j'utilise tous les jours la nouvelle technologie. Simplement, j'essaie de mettre en exergue les difficultés, les problèmes que ça pose. Je me fais un petit peu l'avocat du diable parce qu'en même temps, on a un discours dominant, la pensée unique, qui va vraiment dans le sens de ces lobbies et les médias suivent en fait. Regardez les figures spécialistes du numérique qui invitent les médias, ce sont des figures qui vont dans le sens du tout numérique. Je cite souvent Michel Serres, le grand philosophe, qui a l'air d'être quelqu'un d'adorable par ailleurs, mais qui sur ce sujet-là est d'un optimisme béat en croyant que le numérique c'est une intelligence supplémentaire qui nous tombe du ciel et qui rendra tout à chacun plus intelligent. Mais toi, quand il critique tes œuvres, est-ce que ça te fait avancer? Est-ce que tu es d'accord? Oui, parce qu'il a un immense bagage psychanalytique et donc il y a toujours une analyse de cet ordre-là et qui fait découvrir à l'auteur, parce que le rapport à l'écriture est très psychanalytique, sans qu'on en ait conscience évidemment, et donc oui, très souvent je découvre certains éléments et c'est effectivement, comme vous dites, des critiques étayées, longues, argumentées, qui vont au fond des choses. Et je suis sur la même longueur d'onde que vous. Je préfère aussi une vraie critique, qu'on me critique, c'est plus constructif. On va voir tout de suite les jeunes images, on va voir les extraits. Hey. I'm right in the front, you dig? Hey, when I give you these keys, homeboy, don't move my car, man. Oh, baby, what's your name? En dessin animé, tu t'y connais. Oui, les vrais dessins animés, moi je suis un petit peu resté scotché aux années 80, mais quand même, Goldorak, Albator, Les Mystérieuses Cités d'Or, là il y avait une densité, un scénario, une élégance. Que le propos, et ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Je rappelle que le propos c'était faire rire, dans un premier temps. Ensuite, c'est vrai que moi je suis dans une logique plutôt pédagogique. Je considère qu'il y a des classiques que les enfants devraient connaître. Donc je me suis tournée vers des choses comme Charlie Chaplin, comme des choses de notre jeunesse, du genre Tom et Jerry, des cartoons, etc. Mais je me suis rendu compte que finalement, en regardant le rythme, les enfants aujourd'hui sont habitués à un rythme qui fait que quand on leur propose ces choses-là, en dehors de Charlot, quand on leur propose ces choses qui nous ont fait rire, eux, ils décrochent. Tout simplement parce qu'on est dans une réalité beaucoup plus trébuchante. Si on abdique, ça signifie qu'ils n'iront jamais, qu'ils n'iront jamais voir des pièces longues et où le rythme est lent, etc. Non, je ne considère pas abdiquer dans la mesure où c'est un festival qui, je l'ai dit précédemment, existe depuis 1999. Que mon propos, c'est l'éducation à l'image.
sous un couvert des fois très rigolo, on aborde aussi des questions qui sont un peu plus profondes. Par exemple, Hubert Itakako, c'est un cochon et une mouche qui forment un couple Ça me parle, ça. et qui sont et qui vivent dans une maison et qui abordent toute une série de... C'est le nouvel animal domestique. Qui aborde toute une série de thématiques sur lesquelles les enfants n'arrivent pas forcément à mettre des mots. Et donc voilà, donc j'essaie toujours d'allier le fond et la forme parce que je pense que c'est important de travailler sur la forme pour que le fond arrive finalement à destination. Bon. Est-ce de l'art ou du cochon finalement? C'est de l'art et des cochons. Alors on a un dernier fichier à voir, c'était une lecture, une lecture. On y va rapidement. Hey. I'm right in the front, you dig? Hey, when I give these keys, homeboy, don't move my car, man. Oh, baby, what's your name? D'aller découvrir dans ce texte comment la rentrée littéraire a été inventée. Hein. Ça m'a demandé 45 années de recherche. J'ai d'ailleurs démarré dans le ventre de ma mère, peut-être même un petit peu avant. Alors, quand j'ai écrit l'article pour expliquer comment la rentrée littéraire avait été inventée, je l'ai proposé à la grande revue Nature, vous savez, la grande revue américaine, scientifique et tout, parce que je pensais que cette découverte changerait, modifierait le destin de l'humanité. Et puis ils ne l'ont pas publié, ils ont préféré à la place un article sur la fellation chez les singes bonobos. Bon, donc j'ai mis tout ça dans un livre finalement. Hein. Donc ça s'appelle La dernière interview de Bernard Pinault Noir. Pardonnez-moi pour ce lapsus, non révélateur. On le surnommait le Salomon de Saint-Germain ou simplement BPN. Bernard Pinault Noir, le critique littéraire le plus influent de France, considéré comme l'un des grands romanciers du demi-siècle, vient de s'éteindre à l'âge de 88 ans. Paris Fête l'avait rencontré il y a un an pour une interview vérité. Le pape des lettres nous recevait dans son appartement bourgeois du 6e arrondissement, quelques jours seulement après l'attribution du prix Goncourt à Michel Houellebecq. Ce coup fatal porté au bon goût, selon ses mots, Bernard Pinault Noir l'avait pris de plein fouet. Comme Tolstoï, donc, je n'avais pas le choix. Alors j'ai écrit. Mais j'ai vite compris ma douleur. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir présentateur télé. La télévision, c'est comme la politique, hein. Une invention géniale qui permet au cancre de rouler sur l'or tout en se la coulant douce. Hein? C'est une manière de sauver les nuls du désastre. Un effet collatéral de l'État-providence, j'imagine. Oui, d'accord, mais vous avez continué à publier des romans après avoir lancé CCDI, votre émission culte, inégalée à ce jour d'ailleurs. Comment conciliez-vous alors l'écriture et la télévision? Mais je n'écrivais plus, enfin. En fait, je vous fais une révélation là. Je n'écrivais plus. Grâce à la télévision, je suis devenu riche et célèbre. Aussi ai-je pu employer des nègres. Mais des vrais nègres, attention, comme Alexandre Dumas, des Antillais. Cela me semblait alors logique puisque j'envisageais de me lancer dans le roman noir. Et les premières pages manuscrites de Pondichéry, mon amour, m'ont ébloui. Alors je lui ai dit, qui pâlissait dans l'attente de mon verdict, « Vas-y Francky, c'est bon, continue !» Mais ce type avait beaucoup trop de talent et je craignais que cela ne se voie. Alors je corrigeais, glissant ici une maladresse, là une incohérence. Il fallait rester crédible. Et c'est comme ça que j'ai obtenu le prix Médicis pour ce 3e roman. Le premier qui n'était pas de moi. Mais bon, vous savez, les livres, hein, c'est comme les enfants. Ouais. Le plus difficile, c'est pas de les faire, c'est de les élever. Ouais. Et je n'ai plus écrit aucun des bouquins que j'ai publiés par la suite. Hein. Mais je les ai tous reconnus. Et j'ai assuré leur promotion de bout en bout, en bon père de famille. Vous voyez, tout le mérite me revient finalement. Vas-y Francky, c'est bon. Voilà. Alors pourquoi c'était une lecture enregistrée en octobre. Voilà, la première édition du best-seller de la rentrée littéraire était parue en octobre, et puis la nouvelle édition que vous avez là sur le plateau est parue en janvier 2015. Et donc voilà, c'est un extrait de cette lecture sponsorisée par Vichy Ceinture. Non, c'est pas vrai. Non, parce qu'on voit une bouteille à la
Ça a été enregistré à Non, mais Strasbourg. quel et donc c'est vraiment, enfant dit- c'est vraiment une lecture du texte là. Hein. D'accord. Mais moi je suis pas comédien, donc j'ai fait ce que j'ai pu. C'était très bien et merci d'avoir pensé à nous et merci. Et puis ton livre, il est disponible où? Il est disponible où? Il est disponible en librairie. Voilà. On le trouve déjà, donc le best-seller de la rentrée. Best. Tu t'entraîneras, hein. Best. Mais tu as qu'à me donner des cours d'anglais. C'est une proposition indécente. Ça. Merci beaucoup. Cette émission sera rediffusée vendredi matin. Vendredi? On est quel jour? On est vendredi. Mardi, merci. Mardi à 14h. Et moi, je vous retrouve Elle mercredi. dit matin parce qu'elle se lève à 14h en fait. Oh là là, mais ils m'ont perturbé. Bye bye. Yeah. Do 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 do. Yeah yeah yeah. Ooh. Adidida oi oi oi. Pays la joie oi oi oi. Écoute ça oi oi oi. Ladies in action en Kaila. Yeah. Quand on petit oi oi oi.